Au début des années 2000, on se posait la question à la STM, qu'est-ce qu'on fait des MR-63 qui roulaient depuis 1966? Est-ce qu'on les garde encore longtemps? Est-ce qu'on les remplace? La décision a été prise de les remplacer et de les remplacer pas n'importe comment, de les remplacer avec le plus beau métro du monde. Et ça a été le point focus de toutes les équipes pendant ces années-là. Et quand on voit le résultat final, on se rend compte qu'on a atteint nos objectifs. Évidemment, dans le projet, il y a eu des soubresauts, puis je pense que mes prédécesseurs, là, Claude Trudel et Michel Labrec, au conseil d'administration, qui ont suivi ce dossier-là avec autant de passion et d'intérêt qu'on l'a fait par la suite. Et toutes les équipes ont travaillé main dans la main pour arriver à ces résultats-là, en sachant qu'on allait changer le visage du métro, qu'on allait changer l'histoire, parce qu'on allait arriver avec un train qui allait se distinguer, qui serait, oui, le plus beau métro du monde, et aussi un des plus performants. Le projet Azur, c'est le plus gros projet de l'histoire de la STM. C'est le plus gros contrat, d'ailleurs, qu'on a donné à la STM. Tellement gros qu'on a même été chercher de l'aide pour nous aider à le négocier. L'ancien premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, nous a donné un bon coup de main pour faire ça. Donc, ça illustre l'ampleur de la tâche qu'on avait à faire. Alors, c'est quelque chose qui était aussi le premier jalon de l'expérience client parce que c'est un projet signature. C'est ce qui représente le plus notre clientèle. D'ailleurs, elle a contribué à toute la préparation et la construction. On les a consultés sur le nom, sur les sièges, sur la disposition à l'intérieur. Alors, ça change complètement l'expérience client. C'est ce que les gens nous disent et on en est excessivement fiers. Deux types de projets ont été réalisés pour permettre l'arrivée des trains MPM-10. Tout d'abord, les projets de type technologique. Donc, système radio large bande, système de simulateur qui a permis la formation des opérateurs. Deuxième type, c'est-à-dire les projets de type infrastructure. Donc, modification des équipements fixes et des infrastructures, modification de l'atelier Youville, petite et grande révision. Pour assurer une saine gestion de ces projets, des plans détaillés ont été élaborés pour chacun d'eux. Par la suite, lors de la mise en œuvre, des comités distincts ont été mis en place pour assurer le suivi. L'arrivée des trains MPM-10 nous a fait faire un bond technologique très important. L'entretien des trains MPM-10 se fait de façon regroupée en 9 voitures. Cette approche fait en sorte de rendre les trains plus disponibles pour la clientèle. On a lancé tous les travaux de construction ou d'aménagement avant même que les premières voitures soient conçues sur papier. Alors, c'était très important que les critères qu'on avait établis au niveau des spécifications techniques soient respectés dans l'ensemble de tous les autres projets. Donc, quand la première voiture est arrivée, les premières voitures ont été assemblées et tout, l'ASTM était prêt à recevoir les trains pour les physiquement et mécaniquement. Un de mes rôles, moi, c'était surtout la partie ingénierie et un peu la gestion de projet, de gérer les rencontres avec les fabricants, Bombardier et Alstom, avec les sous-traitants des fabricants. On parle de métro ici avec plusieurs systèmes. Une grosse partie du travail que la STM a fait durant le projet, c'était des rencontres, des revues de conception, des revues de projet. Il y a eu au moins 200 revues de conception, il y a eu plus de 2700 rencontres. Ça a été un tempo, un rythme accéléré pendant 3 à 4 ans de conception avec ces gens-là. On a fait des essais aux usines des fabricants, on a fait des essais chez les sous-traitants pour les différents systèmes. Puis on a complété le programme d'essai à Montréal, des essais de nuit, après ça des essais sans passagers. Tout ça dans le but de s'assurer que la journée qu'on met le premier train en service voyageur, eh bien, c'est un succès. Nous, notre rôle, quand on rentre dans ce projet comme ça, c'est de s'assurer de faire de la clarté, que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, c'est quoi qui se passe, de trouver des solutions. Et le souci aussi du transfert, que les gens qui étaient pour opérationnaliser, pour recevoir le train, étaient prêts, avaient été accompagnés, comprenaient. Et je vous dirais non seulement ça, qui étaient en mesure d'évaluer la valeur ajoutée de leur rôle avec ce nouveau projet-là. Un des principaux défis qu'on a eu à réaliser aussi au niveau de l'arrivée de ces nouvelles voitures de métro-là, c'était ce qu'on appelle l'intégration opérationnelle. Donc, c'est bien beau livrer toute la mécanique des ateliers, des infrastructures, des voitures de métro, mais s'il n'y a personne au bout du compte qui est capable de les utiliser, on est mal pris. Puisqu'on a réussi à reproduire
la conduite du train, puis même certains modes de dépannage du train avant même qu'on reçoive la première voiture à Montréal. C'était un défi colossal parce qu'il a fallu former plus de 1000 personnes, tous secteurs confondus, dans un temps record. Et toute cette coordination, cette formation-là, elle a amené énormément de relations de travail, de relations humaines et beaucoup de gestion du changement. Évidemment, lorsqu'il y a du matériel roulant qui arrive au cours des années, on a quand même le temps de s'adapter aux différentes technologies. Chez nous, c'était 40 ans d'écart, donc ça veut dire des gros écarts aussi d'adaptation et d'apprentissage pour nos gens. Ce qui était étrange, c'est qu'on formait les gens maintenant sur un ordinateur et on s'en allait vers une technologie très grande. C'était un gros changement parce qu'il faut savoir que les gens opérationnels qui n'étaient pas sur de la technologie pendant des années, pendant plus de 40 ans. Alors, pour ces gens-là, il a fallu les rassurer par rapport à qu'est-ce qu'était pour être la formation, comment on leur expliquerait, comment on les accompagnerait et par la suite les suivre en formation. Évidemment, ça avait un lien avec les opérations. Il fallait vraiment qu'ils mettent en place et qu'ils changent toute l'organisation du travail. C'est très complexe, vous savez, opérationnaliser un train et ça avait un impact beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu estimer au départ. Alors nous, on les a accompagnés pour faire leur plan d'action, des plans d'action qui étaient très, très agiles et très rapides pour que la gestion, les processus soient adaptés au nouveau train. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi pour ce domaine-là? C'est le remplacement des voitures MR73. Ces voitures-là, on veut les remplacer à l'horizon de 2036. 2036, ça a l'air loin, mais les équipes déjà commencent à planifier puis à réfléchir comment on va faire ça. Et je peux tout de suite vous assurer qu'on va utiliser le même modèle de bureau de projet qui a fait le succès du projet Azur. On a reçu le dernier train à la date qui était prévue du début. Les 52 trains ont été livrés avec 2 trains de bonus. Et le budget du projet, qui était de 2,4 milliards de dollars à l'origine, a été ramené en cours de route avec une saine gestion à 2 milliards de dollars. Puis vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus beau métro du monde.